L'année 1661 baignait dans l'éclat doré de la suprématie française. Le soleil, emblème personnel de Louis XIV, semblait illuminer chaque pierre du château de Versailles, encore en chantier, mais déjà promesse d'une grandeur inégalée. La cour, un balai incessant de soie chatoyante et de perruques poudrées, gravitait autour du jeune roi, à peine 23 ans, mais déjà auréolé d'une aura de puissance absolue. Le royaume respirait la prospérité, fruit de la paix fragile négociée après les guerres de la Fronde, et Louis, en parfait monarque, incarnait cette stabilité nouvelle. Dans la galerie des glaces, encore partiellement recouverte de toile pour la protéger des artisans affairés, Louis observait le reflet de son visage. Un visage juvénile, certes, mais déjà marqué par le poids des responsabilités. Sa mâchoire carrée, ses yeux d'un bleu intense, reflétaient une volonté de faire, un désir impérieux de laisser une empreinte indélébile sur l'histoire de France. Il savait, au plus profond de lui-même, qu'il était né pour régner, pour guider son peuple vers un âge d'or sans précédent. Colbert, son fidèle ministre des Finances, l'attendait discrètement à l'extrémité de la galerie. Un homme austère, au visage impassible, mais dont le dévouement à la couronne était indéniable. Son arrivée avait transformé l'économie du royaume, la faisant rayonner à travers toute l'Europe. Colbert, l'architecte de cette prospérité, était plus qu'un simple ministre. Il était un conseiller, un confident, l'un des rares hommes à qui Louis accordait une confiance absolue. « Sire » murmura Colbert en s'inclinant légèrement. « Les ambassadeurs anglais sont arrivés. Ils attendent votre audience dans le salon des ambassadeurs. » Louis hocha la tête, son regard toujours fixé sur son reflet. La visite des Anglais était une affaire délicate. Charles II, récemment restauré sur le trône, cherchait à renforcer ses liens avec la France, mais Louis savait que l'Angleterre restait un rival potentiel, une menace latente pour la domination française. Il devait jouer finement, peser chaque mot, chaque geste, pour ne pas compromettre la position de la France. « Prévenez-moi quand ils seront prêts », répondit Louis, sans se retourner. « Je souhaite encore admirer le travail accompli ici. » Colbert se retira avec une révérence silencieuse, laissant Louis seul avec ses pensées. Le soleil, filtré à travers les fenêtres immenses, inondait la galerie d'une lumière dorée, soulignant les imperfections de l'ouvrage, les détails encore inachevés. Louis appréciait ce spectacle. Le château de Versailles, comme le royaume lui-même, était une œuvre en constante évolution, une démonstration tangible de sa puissance, de sa vision grandiose. Mais derrière cette façade de grandeur, une tension sourde persistait. Les guerres de la Fronde avaient laissé des cicatrices profondes, des factions rivales continuaient de comploter dans l'ombre, et la noblesse, privée de son pouvoir politique, rongeait son frein, attendant une occasion de renverser l'équilibre. Louis le savait, il avait des espions partout, des informateurs qui lui rapportaient les moindres murmures, les moindres complots. La paranoïa, une ombre constante dans son esprit, l'obligeait à rester vigilant, à ne faire confiance à personne. Il soupçonnait même son propre frère, Philippe, duc d'Orléans, d'ambition cachée. Philippe, connu pour son penchant pour les plaisirs et son homosexualité affichée, semblait inoffensif, mais Louis savait qu'il ne fallait jamais sous-estimer un ennemi. La faiblesse apparente pouvait cacher une détermination farouche, une soif de pouvoir insoupçonnée. Et puis il y avait Anne d'Autriche, sa mère, la régente qui avait gouverné la France pendant sa minorité. Une femme de caractère, intelligente et rusée, qui avait su naviguer dans les eaux troubles de la politique avec une habileté remarquable. Louis l'aimait et la respectait, mais il savait qu'elle ne renoncerait jamais complètement à son influence. Elle le conseillait, le guidait, mais Louis sentait parfois qu'elle cherchait à le manipuler, à le contrôler. Dans les jardins de Versailles, dessinés avec une symétrie parfaite par le nôtre, la cour se promenait, insouciante en apparence. Les fontaines jaillissaient, les jets d'eau scintillaient au soleil, créant une atmosphère de féerie. Mais sous cette surface brillante, les intrigues se tissaient, les alliances se formaient, les rumeurs se propageaient comme un feu de paille. Mademoiselle de Montpensier, la cousine du roi, se tenait à l'écart, observant la scène avec un sourire ironique. Une femme riche et indépendante, qui n'avait jamais caché son mépris pour la cour et ses conventions. Elle était une figure à part, une rebelle qui refusait de se plier aux règles. Louis la tenait à l'œil. Il savait qu'elle était capable de tout, même de trahir son propre sang. La comtesse de Soissons, elle, rivalisait d'élégance et de charme avec toutes les autres dames de la cour. Connue pour son esprit vif et sa beauté troublante, elle était courtisée par de nombreux hommes, y compris le roi lui-même. Louis appréciait sa compagnie, son intelligence, mais il se méfiait de son ambition. Elle était capable de tout pour obtenir ce qu'elle voulait, et Louis craignait qu'elle ne cherche à l'utiliser pour parvenir à ses fins. Et puis il y avait elle, Louise de La Vallière, une jeune femme douce et discrète, dame d'honneur de madame, la belle-sœur du roi. Contrairement aux autres dames de la cour, Louise ne cherchait pas à attirer l'attention. Elle était timide, réservée, et semblait se contenter de rester dans l'ombre. Mais Louis l'avait remarqué, sa beauté simple et naturelle, sa gentillesse désarmante, l'avait touché au plus profond de lui-même. Il l'avait rencontrée par hasard, lors d'une promenade dans les jardins de Versailles. Elle était assise sur un banc, lisant un livre, et il avait été frappé par son air mélancolique, par la tristesse qui se lisait dans ses yeux.
Il s'était approché d'elle, et ils avaient commencé à parler. Il avait découvert une âme sensible et intelligente, une femme qui comprenait ses doutes, ses angoisses. Depuis, ils se voyaient en secret, dans les recoins cachés du château, dans les allées isolées des jardins. Leur rencontre était brève, furtive, mais elle suffisait à apaiser la solitude de Louis, à lui offrir un répit dans le tourbillon incessant de la cour. Il savait que cette liaison était dangereuse. Elle pouvait compromettre sa réputation, sa position, l'avenir de son règne. Mais il ne pouvait s'empêcher de la voir, de la sentir près de lui. Louise était devenue sa faiblesse, son secret le plus précieux, la seule personne à qui il pouvait se confier en toute confiance. Mais ce qu'il ignorait, c'est que leur secret n'était pas aussi bien gardé qu'il le pensait. Dans les couloirs de Versailles, les rumeurs commençaient à circuler, les langues se déliaient, et le complot se tramait dans l'ombre. La découverte de cette liaison allait avoir des conséquences désastreuses, non seulement pour Louis et Louise, mais pour l'ensemble du royaume. La paranoïa du roi n'était pas infondée. La confiance, cette valeur si fragile, allait bientôt être brisée, et le règne du roi Soleil allait être plongé dans une période de doute et d'incertitude. La forêt de Versailles, qui bordait le château, offrait un contraste saisissant avec la perfection géométrique des jardins. Un lieu sauvage et mystérieux où les arbres centenaires se dressaient comme des sentinelles immobiles, gardant les secrets de la nature. C'était là, dans les clairières isolées, que Louis et Louise se retrouvaient parfois, loin des regards indiscrets de la cour. Mais même dans ce havre de paix, ils ne pouvaient échapper à la surveillance. Des espions, dissimulés dans les feuillages, les observaient, enregistrant leurs moindres gestes, leurs moindres paroles. Les informations étaient ensuite rapportées à leurs commanditaires, des personnages puissants et influents qui avaient tout intérêt à voir la chute du roi. L'ambiance, même au sommet de la gloire et du contrôle apparent, était donc chargée d'une tension palpable. Les sourires étaient souvent forcés, les compliments intéressés, et la confiance, un luxe rare et dangereux. Louis XIV, le roi Soleil, régnait en maître sur la France, mais il était prisonnier de ses propres ambitions, de ses propres peurs. Et dans le cœur de cette prison dorée, un amour interdit s'épanouissait, une flamme fragile qui menaçait d'embraser tout le royaume. La vérité, dissimulée sous les brocarts et les perruques poudrées, était que l'amour, cette force irrépressible, pouvait être une faiblesse plus puissante que n'importe quel complot politique. Un secret inavouable, capable de faire trembler les fondations du pouvoir absolu. Iris par deux, following all instruction, l'année 1661, qui avait commencé sous les auspices d'une ambition dévorante et d'une maîtrise absolue, allait bientôt révéler ses failles. Louis XIV, le roi Soleil, tissait sa toile de grandeur avec une méticulosité d'orfèvre, mais le fil ténu de la confiance, sur lequel reposait son édifice de pouvoir, était sur le point de se rompre. La dissimulation de sa liaison avec Louise de la Vallière, une entreprise risquée dès le départ, commençait à montrer des signes de tension, des fissures à peine perceptibles, mais suffisamment inquiétantes pour semer le trouble dans l'esprit du monarque. Le tournant survint avec l'arrivée à la cour d'une missive scellée, portant le sceau discret d'un informateur anonyme. La lettre, parvenue entre les mains expertes de Jean-Baptiste Colbert, le fidèle ministre des Finances, ne contenait qu'une poignée de phrases, mais leur venin était d'une virulence inouïe. Elle révélait, avec une précision troublante, les détails les plus intimes de la relation entre le roi et sa dame de compagnie, mentionnant des rendez-vous secrets dans les bosquets ombragés du parc de Versailles, des cadeaux dissimulés et des murmures échangés à la dérobée lors des bals. Le ton était accusateur, teinté d'une indignation feinte et d'une jubilation perverse. L'auteur anonyme laissait entendre que la conduite du roi, indigne de sa position, sapait les fondements de la monarchie et risquait de provoquer un scandale retentissant, capable de déstabiliser le royaume tout entier. Colbert, homme pragmatique et dévoué corps et âme à la cause de l'État, fut pris d'une profonde consternation. Il avait toujours été au courant des nombreuses liaisons passagères du roi, les considérant comme des peccadilles vénielles, des distractions sans conséquence pour les affaires du royaume. Mais cette fois, la situation était différente. L'implication émotionnelle de Louis pour Louise, la durée et l'intensité de leur relation, constituaient une menace bien plus grave. L'amour, Colbert le savait, était une faiblesse, une source de vulnérabilité exploitable par les ennemis de la France, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. La divulgation de cette liaison pourrait discréditer le roi, le rendre manipulable et compromettre la stabilité du pouvoir. Colbert se trouva confronté à un dilemme cornélien. Devait-il révéler immédiatement la teneur de la lettre au roi, risquant de provoquer sa colère et de compromettre sa propre position ? Ou devait-il tenter d'étouffer l'affaire, de dissimuler la vérité, au risque de se rendre complice d'une situation potentiellement explosive ? Après mûre réflexion, il opta pour une troisième voie, une solution plus subtile et plus dangereuse. Il décida de temporiser, d'observer attentivement les agissements du roi et de Louise, afin d'évaluer l'ampleur réelle de la menace et de déterminer la meilleure façon d'agir. Il conserva la lettre précieusement, la dissimulant dans le coffre-fort de son bureau, tel un poison mortel qu'il pourrait utiliser à son avantage, le cas échéant. La décision de Colbert marqua un tournant décisif dans la relation entre le ministre et le roi.
Pour la première fois, un voile de suspicion se glissa entre eux, une méfiance sourde qui allait empoisonner leurs échanges et altérer la confiance mutuelle qui les avait unis jusqu'alors. Louis, inconscient de la menace qui planait sur lui, continua de se plonger avec passion dans sa liaison avec Louise, aveuglé par le bonheur et la certitude de son pouvoir. Il se croyait invincible, intouchable, capable de maîtriser tous les aspects de sa vie, y compris ses émotions les plus profondes. Mais la vérité, insidieuse et implacable, commençait à se frayer un chemin à travers les murs dorés de Versailles. Des rumeurs discrètes, murmurées à voix basse dans les antichambres et les salons, circulaient au sujet de la relation privilégiée entre le roi et sa jeune dame de compagnie. Les courtisans, prompts à flairer le scandale, s'échangeaient des regards entendus et des sourires en coin, devinant l'existence d'un secret bien gardé. Certains, par ambition ou par jalousie, commencèrent à ourdir des complots, à fomenter des intrigues dans l'espoir de profiter de la situation. La marquise de Montespan, une femme d'une beauté éclatante et d'une intelligence redoutable, fut parmi les premières à percevoir la menace que représentait Louise de La Vallière. Ancienne favorite du roi, elle avait vu son influence décliner au profit de la jeune femme, et elle nourrissait une rancune tenace à son égard. Déterminée à reconquérir le cœur du roi et à retrouver sa position dominante à la cour, elle se lança dans une campagne de dénigrement subtile et insidieuse, distillant le poison de la calomnie et de la suspicion auprès de Louis. Elle laissait entendre que Louise était une intrigante, une manipulatrice habile qui cherchait à profiter de sa relation avec le roi pour obtenir des avantages personnels. Elle insinuait que la jeune femme était peut-être de connivence avec des ennemis de la France, et qu'elle représentait une menace pour la sécurité de l'État. Les insinuations de la marquise de Montespan, bien que dépourvues de preuves concrètes, eurent un effet dévastateur sur l'esprit de Louis. Le roi, déjà rongé par la paranoïa et la peur de la trahison, commença à douter de la sincérité de Louise. Il se demanda si la jeune femme l'aimait réellement pour lui-même, ou si elle était simplement attirée par son pouvoir et sa richesse. Il l'observa attentivement, scrutant ses moindres gestes, analysant ses paroles les plus anodines à la recherche de signes de duplicité. La confiance, qui avait été le fondement de leur relation, commença à s'effriter. Les rendez-vous secrets dans les bosquets du parc de Versailles devinrent moins fréquents, les murmures échangés à la dérobée lors des bals se firent plus rares. Louis, hanté par le doute et la suspicion, se montra distant et taciturne envers Louise. La jeune femme, désemparée et blessée par l'attitude du roi, ne comprenait pas ce qui se passait. Elle sentait que quelque chose avait changé entre eux, que la flamme de leur amour était en train de s'éteindre. La situation se compliqua davantage avec l'arrivée à la cour d'un nouvel ambassadeur, le comte de Guiche, un homme d'une intelligence vive et d'un charme irrésistible. Le comte de Guiche, connu pour ses liaisons nombreuses et ses intrigues politiques, ne tarda pas à remarquer la beauté et la vulnérabilité de Louise de La Vallière. Voyant une occasion de se rapprocher du roi et d'accroître son influence à la cour, il entreprit de séduire la jeune femme. Il la courtisa avec assiduité, lui prodiguant des compliments flatteurs et des attentions délicates. Il lui fit comprendre qu'il était conscient de sa situation délicate et qu'il était prêt à l'aider à se sortir de ce mauvais pas. Louise, délaissée par le roi et courtisée par le comte de Guiche, se sentit flattée et intriguée. Elle appréciait la compagnie de l'ambassadeur, son esprit vif et son sens de l'humour. Elle se laissa peu à peu entraîner dans un jeu dangereux, flirtant avec le comte de Guiche sans pour autant céder à ses avances. Elle espérait, inconsciemment, provoquer la jalousie du roi et raviver la flamme de son amour. Mais ces manœuvres, au lieu de produire l'effet escompté, ne firent qu'aggraver la situation. Louis, informé des agissements de Louise et du comte de Guiche, fut pris d'une colère noire. Il y vit une confirmation de ses soupçons, une preuve que la jeune femme le trompait et qu'elle se moquait de lui. Il se sentit humilié et bafoué, son orgueil royal blessé au vif. Dans un accès de rage, il convoqua Colbert et lui ordonna de surveiller de près Louise et le comte de Guiche. Il exigea d'être informé du moindre de leurs mouvements, du moindre de leurs échanges. Il donna à Colbert carte blanche pour utiliser tous les moyens nécessaires, y compris la surveillance, l'espionnage et la torture, afin de découvrir la vérité. Colbert, conscient du danger que représentait la colère du roi, s'exécuta sans hésitation. Il mit en place un réseau d'espions et d'informateurs qui suivirent Louise et le comte de Guiche à la trace, notant leurs moindres faits et gestes. Il intercepta leurs lettres, espionna leurs conversations et interrogea leurs proches. Il était déterminé à découvrir la vérité, quelle qu'elle soit, et à la révéler au roi, même si cela devait avoir des conséquences désastreuses. La surveillance exercée par Colbert sur Louise et le comte de Guiche ne tarda pas à porter ses fruits. Les espions du ministre découvrirent que les deux amants s'étaient rencontrés à plusieurs reprises en secret, dans des endroits isolés du parc de Versailles. Ils apprirent également que le comte de Guiche avait offert à Louise des bijoux coûteux et des lettres d'amour enflammées. Colbert, muni de ces preuves accablantes, se présenta devant le roi et lui révéla la vérité. Il lui montra les lettres d'amour du comte de Guiche, lui fit écouter les enregistrements des conversations secrètes entre les deux amants et lui présenta les témoignages des espions. Louis, confronté à la réalité, fut pris d'une profonde détresse. Il se sentit trahi et abandonné, son cœur brisé en 1000 morceaux.
Il réalisa que Louise ne l'avait jamais aimé, qu'elle n'avait été qu'une marionnette entre les mains du comte de Guiche. Il se sentit humilié et bafoué, son orgueil royal réduit à néant. Dans un accès de rage, il ordonna l'arrestation de Louise de la Vallière et du comte de Guiche. Il fit enfermer la jeune femme dans un couvent isolé, où elle serait cloîtrée à jamais. Il fit exiler le comte de Guiche, le bannissant de France et le privant de tous ses biens. Mais ces mesures, bien que drastiques, ne parvinrent pas à apaiser la douleur de Louis. Le roi, rongé par le remords et la culpabilité, se sentait responsable de la tragédie. Il se demandait s'il n'avait pas été trop aveuglé par son pouvoir et son orgueil pour voir la vérité. Il se demandait s'il n'avait pas lui-même provoqué la perte de Louise en la négligeant et en la soupçonnant à tort. La perte de Louise marqua un tournant décisif dans la vie de Louis XIV. Le roi, autrefois sûr de lui et invincible, devint un homme hanté par le doute et la suspicion. Il perdit confiance en lui-même et en les autres, se repliant sur lui-même et se méfiant de tous ceux qui l'entouraient. La confiance, élément essentiel de son pouvoir, était brisée. Le roi Soleil, autrefois éclatant de lumière et de gloire, commençait à s'éteindre, consumé par les flammes de la paranoïa et du désespoir. L'incertitude planait désormais sur Versailles, comme un voile sombre menaçant d'engloutir le royaume dans les ténèbres. Les courtisans retenaient leur souffle, craignant de voir le roi sombrer dans la folie et de perdre leur propre position à la cour. L'équilibre du pouvoir, si patiemment construit par Louis, était sur le point de basculer, entraînant avec lui la stabilité et la prospérité de la France. L'ombre de la trahison, réelle ou imaginaire, s'étendait sur le règne du roi Soleil, assombrissant son éclat et menaçant de le réduire en cendres. Les conséquences de cette affaire allaient bien au-delà de la simple perte d'une maîtresse. Elles allaient ébranler les fondements même de la monarchie, alimentant les complots et les intrigues, et ouvrant la voie à une période d'instabilité et de trouble. L'amour, cette force prétendument irrésistible, avait révélé sa face sombre, sa capacité à détruire et à corrompre. Le secret de Louis, autrefois source de plaisir et de réconfort, s'était transformé en un poison mortel, empoisonnant son esprit et menaçant son règne. L'avenir du roi Soleil, autrefois radieux et prometteur, était désormais incertain, suspendu à un fil ténu, prêt à se rompre à tout moment. La suite, personne ne pouvait la prédire, mais elle s'annonçait sombre et pleine de dangers. Le château de Versailles, autrefois symbole de grandeur et de puissance, était devenu le théâtre d'une tragédie silencieuse, où les passions humaines se déchaînaient et où les destins étaient en train de se jouer. Le soleil, autrefois maître du ciel, semblait avoir perdu de son éclat, laissant la place à une nuit sombre et angoissante. Le carrosse s'arrêta brutalement, projetant Louis XIV en avant. L'obscurité de la forêt était impénétrable, seulement percée par la faible lueur des lanternes que tenaient les gardes. Le silence était pesant, un silence différent de celui qu'il appréciait lors de ses promenades solitaires. Celui-ci était chargé de tension, d'une menace invisible. Il descendit du carrosse, son visage impassible, bien qu'une inquiétude sourde commençât à le ronger. Le capitaine des gardes, un homme massif nommé Dubois, s'approcha, le visage grave. « Sire, nous avons été interceptés. » Une embuscade, des hommes armés, bien organisés. Louis ne répondit pas immédiatement. Il observa les visages tendus des gardes, leur vigilance accrue. Il comprit que la situation était sérieuse. Ces bois, habituellement un refuge, étaient devenus un piège. La pensée de Louise de la Vallière lui traversa l'esprit. Était-ce à cause d'elle qu'il était exposé ainsi? Était-elle devenue un point faible, une vulnérabilité exploitée par ses ennemis? Dubois poursuivit, sa voix basse, « Nous les avons repoussés, sire. Mais ils étaient nombreux, ils savaient que vous seriez ici. On dirait qu'ils connaissent vos habitudes. » Louis sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ses habitudes, seuls quelques rares individus étaient au courant de ses escapades nocturnes. Qui avait trahi sa confiance? Qui avait osé le livrer ainsi à ses ennemis? La paranoïa, tel un serpent venimeux, commençait à l'étreindre. Il ordonna le retour immédiat au château, conscient que cet incident était plus qu'une simple attaque. C'était une déclaration de guerre, une remise en question de son autorité. De retour à Versailles, la nuit fut courte et agitée. Louis convoqua immédiatement Colbert, son fidèle ministre des Finances. La nouvelle de l'embuscade s'était déjà répandue comme une traînée de poudre dans les couloirs du pouvoir. L'inquiétude était palpable, la confiance ébranlée. « Colbert, je veux savoir qui est derrière tout cela. Je veux des noms, des preuves. Je veux que chaque recoin du royaume soit passé au peigne fin. Personne ne doit échapper à votre vigilance. » Colbert, conscient de la gravité de la situation, s'inclina respectueusement. « Sire, vous aurez les réponses. Je mobiliserai toutes les ressources du royaume. Nous découvrirons la vérité, aussi sombre soit-elle. » Les jours suivants furent marqués par une tension croissante. Les enquêtes se multiplièrent, les interrogatoires se succédèrent. Le château de Versailles, autrefois un symbole de puissance et de raffinement, se transforma en une forteresse assiégée. Louis se barricada dans ses appartements, se méfiant de tout le monde. Même ceux qu'il croyait les plus fidèles étaient désormais suspects. La confiance, tel un vase précieux, s'était brisée en 1000 morceaux. L'affaire Fouquet, déjà délicate, prit une tournure encore plus sombre.
Les soupçons de collusion avec les conspirateurs se renforcèrent. Louis ordonna une surveillance accrue de l'ancien surintendant des finances, intensifiant la pression sur celui qui avait osé rivaliser avec sa propre magnificence. Il ordonna de renforcer sa garde, ne lui faisant plus confiance. Pendant ce temps, Louise de la Vallière était en proie à l'angoisse. Elle savait que l'embuscade était liée à leur liaison clandestine. La peur de perdre Louis la consumait, mais elle comprenait aussi qu'elle était devenue un danger pour lui. Sa présence à ses côtés était une menace, une faiblesse que ses ennemis pouvaient exploiter. Elle envisagea de se retirer, de disparaître de sa vie pour le protéger. Mais l'amour qu'elle lui portait était trop fort, trop profondément enraciné dans son cœur. Les semaines passèrent, lentes et pesantes. Les enquêtes de Colbert progressaient, révélant peu à peu un réseau complexe de conspiration et de trahison. Des nobles mécontents, des intrigues de cour, des ambitions déçues. Le tableau était sombre et inquiétant. Mais aucun nom, aucune preuve directe ne permettait d'impliquer Fouquet dans l'embuscade. Un jour, Colbert se présenta devant Louis, le visage grave. « Sire, nous avons découvert des preuves troublantes. Il semble que certains membres de votre propre entourage soient impliqués. Des personnes proches de vous, sire. » Louis sentit la colère monter en lui. La trahison était un poison qu'il ne pouvait tolérer. Il ordonna à Colbert de poursuivre son enquête, sans ménager personne. La vérité éclata enfin, d'une manière inattendue. Un jeune page, témoin de l'embuscade, avoua avoir été soudoyé par un noble influent, le duc de Rohan. Ce dernier, ambitieux et jaloux du pouvoir de Louis, avait orchestré l'attaque dans l'espoir de semer le chaos et de déstabiliser le royaume. Louis fut pris d'une rage froide. Il convoqua immédiatement le duc de Rohan, qui nia farouchement les accusations. Mais les preuves étaient accablantes. Le page témoigna en sa présence, le confrontant à sa trahison. Le duc de Rohan fut arrêté sur le champ. Louis ordonna un procès rapide et impitoyable. Le duc fut jugé coupable de haute trahison et condamné à mort. Son exécution publique, place de Grève, marqua un tournant. Elle symbolisa la détermination de Louis à écraser toute opposition, à punir toute trahison. L'affaire Fouquet, bien que non directement liée à l'embuscade, fut instrumentalisée pour renforcer le pouvoir de Louis. Fouquet fut accusé de détournement de fonds publics et de complot contre le roi. Son procès, orchestré par Colbert, fut une parodie de justice. Fouquet fut condamné à la prison à vie. Son arrestation et sa condamnation servirent d'avertissement à tous ceux qui oseraient défier l'autorité de Louis. La confiance, cependant, ne revint pas. Louis se replia sur lui-même, se méfiant de tous ceux qui l'entouraient. La cour de Versailles, autrefois un lieu de divertissement et de frivolité, se transforma en un champ de bataille politique où chacun se surveillait et se méfiait de son voisin. L'amour même devint suspect, une arme potentielle entre les mains de ses ennemis. Louise de la Vallière, consciente du danger qu'elle représentait, prit une décision déchirante. Elle se retira de la cour, se réfugiant dans un couvent. Elle espérait ainsi protéger Louis, en s'éloignant de lui, en renonçant à son amour. Louis, blessé et amer, la laissa partir. Il comprit que l'amour était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Le pouvoir était sa seule obsession, sa seule raison de vivre. Il se consacra entièrement à son règne, à la construction de sa gloire, à l'affirmation de son autorité. Les années suivantes furent marquées par une succession de guerres et de conquêtes. Louis transforma la France en la plus grande puissance d'Europe, mais il paya un lourd tribut. Les dépenses militaires ruinèrent les finances du royaume, et le peuple souffrit de la famine et de la misère. Le château de Versailles, symbole de la grandeur de Louis, devint aussi le symbole de son isolement. Il vivait entouré de courtisans, mais il était seul. La paranoïa le rongeait, l'empêchant de faire confiance à qui que ce soit. Il était le roi Soleil, mais son cœur était froid et sombre. Un soir d'hiver, alors qu'il se promenait seul dans les jardins enneigés de Versailles, Louis se souvint de Louise de la Vallière. Il se demanda si elle était heureuse dans son couvent. Il se demanda s'il avait fait le bon choix en sacrifiant son amour au nom du pouvoir. Mais il était trop tard. Le passé était révolu, et il ne pouvait plus revenir en arrière. Il était prisonnier de son propre destin, condamné à régner seul, dans la gloire et dans la solitude. Le poids du pouvoir pesait lourd sur ses épaules. Il avait gagné la bataille, mais il avait perdu la guerre. La vérité était amère. L'amour était peut-être une faiblesse, mais il était aussi la source du bonheur. Et Louis, en renonçant à l'amour, avait renoncé au bonheur. L'embuscade dans la forêt avait marqué le début de la fin. Elle avait révélé ses vulnérabilités, exacerbé sa paranoïa et conduit à la perte de son innocence. Il était devenu un roi impitoyable, prêt à tout pour conserver son pouvoir. Mais au fond de lui, il savait qu'il avait payé un prix trop élevé. Le prix de son âme. Les années passèrent, Louis devint de plus en plus isolé. La mort de Colbert, son plus fidèle serviteur, l'affecta profondément. Il se sentait seul, entouré d'intrigants et de flatteurs. La guerre de succession d'Espagne, qui ravagea l'Europe pendant des années, épuisa les ressources du royaume et sema la misère parmi le peuple. Un jour, Louis tomba malade. Son corps, usé par les années et les excès, ne pouvait plus lutter. Il sentit la mort approcher, et il fut pris de regret. Il se demanda ce qu'il avait accompli de sa vie.
Avait-il vraiment servi son royaume, ou avait-il simplement nourri son propre ego? Sur son lit de mort, il fit appeler son arrière-petit-fils, le futur Louis XV. Il lui donna un dernier conseil: ne m'imitez pas dans mes goûts pour la guerre, ni dans mes trop grandes dépenses. Tâchez de soulager votre peuple, ce que je n'ai pas eu le bonheur de faire. Louis XIV mourut en 1715, après un règne de 72 ans. Il laissa derrière lui un royaume puissant, mais aussi un peuple épuisé et endetté. Son règne avait été marqué par la gloire et la grandeur, mais aussi par la guerre et la misère. Il avait été le roi soleil, mais sa lumière s'était éteinte, laissant derrière elle un long hiver. L'amour, au-delà de sa douceur et de sa tendresse, avait le pouvoir de briser même le plus puissant des rois, révélant que le pouvoir n'est rien face à la vulnérabilité du cœur. Le royaume sombrait, mais la véritable prison de Louis avait toujours été son propre cœur, emmuré par la peur et la paranoïa. L'éclat de Versailles, reflet de sa grandeur, ne pouvait masquer l'obscurité qui l'habitait. Le roi Soleil avait régné, mais il était mort dans l'ombre de sa propre création. Le bruit des sabots sur le gravier résonnait dans l'obscurité grandissante. Louis, en compagnie de Lauzun, galopait vers le pavillon secret. La tension était palpable, l'air lourd de non-dit. Chaque instant semblait étiré, amplifié par la crainte qui étreignait le cœur du roi. Arrivé au pavillon, Louis sauta de son cheval, Lauzun le suivant de près. La porte était entr'ouverte, un frisson le parcourut, il poussa la porte. L'intérieur était plongé dans une pénombre inquiétante, éclairé seulement par quelques bougies chancelantes. L'atmosphère était lourde, chargée d'un parfum de fleurs fanées et d'une angoisse palpable. Au centre de la pièce, il la vit, Louise de La Vallière, ligotée à une chaise, le visage tuméfié, les yeux rougis par les larmes. À ses côtés, Colbert, le visage impassible, une lueur de triomphe dans le regard. « Sire, dit Colbert d'une voix calme, presque monocorde. Votre maîtresse, ou plutôt, votre faiblesse. » Le sang de Louis se glaça. Il comprit, tout était un piège. Colbert avait découvert leur liaison, avait manipulé les événements pour le conduire jusqu'ici, dans ce lieu isolé, où il serait vulnérable. « Colbert, gronda Louis, sa voix tremblant de rage. « Comment oses-tu? »« J'ose, sire, parce que la France est en jeu, répondit Colbert, sans ciller. Votre passion pour cette femme vous aveugle. Vous prenez des décisions irréfléchies, vous gaspillez les ressources du royaume pour ses caprices. Je ne peux plus le tolérer. » Louise pleurait silencieusement, la peur se lisant dans ses yeux. Louis sentait son cœur se briser en 1000 morceaux. Il voulait la protéger, la délivrer de ce cauchemar, mais il était pris au piège. Colbert avait prévu chaque détail, chaque issue. « Laisse-la partir, Colbert, supplia Louis, sa fierté royale mise de côté. Je te promets, je ferai tout ce que tu voudras. Mais épargne-la. » Colbert sourit, un sourire froid et calculateur. « Votre promesse ne vaut rien, sire. Vous êtes esclave de vos désirs. La seule façon de vous libérer de cette emprise est de la supprimer. » Il fit un signe de la main. 2 gardes s'approchèrent de Louise, des poignards à la main. Louis hurla, se jeta en avant, mais Lauzun le retint, le serrant dans ses bras. « Non. » Louise, les gardes levèrent leurs poignards. Louis ferma les yeux, incapable de supporter la vision de l'horreur. Il entendit un cri déchirant, puis le silence. Un silence glacial, définitif. Lorsqu'il rouvrit les yeux, Louise était affalée sur la chaise, une mare de sang s'étendant autour d'elle. Colbert le regardait, le visage impassible. « Maintenant, sire, dit-il d'une voix glaciale. Vous êtes libre, libre de gouverner la France avec la raison, et non avec le cœur. » Louis sentit une douleur intense, une douleur qui le dévorait de l'intérieur. Il avait perdu Louise, la femme qu'il aimait, et il était responsable de sa mort. Il avait laissé sa passion le consumer, il avait mis en danger le royaume, et il avait payé le prix fort. « Tu as gagné, Colbert, murmura Louis, sa voix brisée. Mais tu as tué une partie de moi. » Colbert ne répondit pas. Il fit un signe de la main, et les gardes emportèrent le corps de Louise. Louis resta seul, au milieu de ce pavillon macabre, le cœur brisé, l'âme en lambeaux. Le lendemain, la nouvelle de la mort subite de Louise de La Vallière se répandit comme une traînée de poudre à Versailles. La version officielle était qu'elle était décédée d'une fièvre soudaine. Peu de gens crurent à cette explication, mais personne n'osa remettre en question la parole du roi. Louis se cloîtra dans ses appartements, refusant de voir qui que ce soit. Il était hanté par le souvenir de Louise, par la vision de son visage tuméfié, par le son de son cri déchirant. Il se sentait coupable, responsable, indigne de porter la couronne. Colbert, de son côté, prit le contrôle total des affaires du royaume. Il mit en œuvre des réformes économiques drastiques, renforça l'armée, et fit de la France la première puissance d'Europe. Il était devenu l'homme fort du royaume, l'éminence grise derrière le trône. Louis, peu à peu, se reprit. Il comprit que Colbert avait agi pour le bien de la France, qu'il avait sacrifié Louise pour le bien du royaume. Il décida de suivre les conseils de son ministre, de gouverner avec la raison, et non avec le cœur. Il se maria avec Madame de Maintenon, une femme intelligente et discrète, qui lui apporta la stabilité et la sérénité dont il avait besoin. Il régna pendant de nombreuses années, avec succès et prospérité. Il devint le roi Soleil, le symbole de la grandeur de la France.
Mais au fond de son cœur, il n'oublia jamais Louise. Il se souvenait de sa beauté, de sa gentillesse, de son amour inconditionnel. Il savait qu'il avait perdu la plus belle chose de sa vie, et que rien ne pourrait jamais combler ce vide. Le temps passa, effaçant peu à peu les traces du scandale. Le pavillon secret fut abandonné, oublié, englouti par la végétation. Seuls quelques initiés connaissaient encore l'histoire de Louise de La Vallière, de son amour tragique pour le roi et de sa mort violente. Louis mourut en 1715 après un règne de plus de 70 ans. Il laissa derrière lui un royaume puissant et prospère, mais aussi le souvenir d'un amour perdu, d'une faute impardonnable. Après la mort de Louis XIV, le pouvoir passa à son arrière-petit-fils, Louis XV. La cour de Versailles continua à briller de mille feux, mais l'ombre de Louise de La Vallière planait toujours sur les lieux. Son histoire était chuchotée dans les couloirs, racontée en secret dans les alcôves. Elle était devenue une légende, un symbole de l'amour impossible, de la fragilité du pouvoir et de la force des sentiments. Le règne de Louis XV fut marqué par des guerres coûteuses, des intrigues de cour et une crise économique grandissante. Le royaume commença à se fissurer, miné par les inégalités sociales, les injustices et les abus de pouvoir. Le successeur de Louis XV, Louis XVI, hérita d'un royaume au bord du précipice. Il était un homme bon et bien intentionné, mais il manquait de la force et de la détermination nécessaires pour faire face aux défis de son époque. La Révolution française éclata en 1789, mettant fin à des siècles de monarchie absolue. Louis XVI et Marie-Antoinette furent guillotinés, symbolisant la fin d'une époque, la fin d'un monde. Le palais de Versailles fut pillé, saccagé, profané. Les statues furent brisées, les tableaux lacérés, les meubles brûlés. Le symbole de la grandeur de la France fut réduit en ruines, en cendres. L'histoire de Louise de La Vallière fut oubliée, engloutie par le tumulte de la Révolution. Son nom ne figurait plus que dans les archives, dans les vieux livres, dans les mémoires des anciens courtisans. Mais au fond des cœurs, la flamme de son amour continuait à brûler. Son sacrifice avait sauvé la France, avait permis à Louis XIV de devenir un grand roi. Elle était devenue un ange gardien, une protectrice invisible du royaume. Après la Révolution, Versailles fut restaurée, transformée en musée. Les touristes affluèrent du monde entier pour admirer les splendeurs du passé, pour revivre l'histoire de la cour de France. Mais peu d'entre eux connaissaient l'histoire de Louise de La Vallière, de son amour tragique, de son sacrifice ultime. Son nom était gravé sur une plaque discrète, dans un coin reculé du parc. Elle était restée une ombre, une légende, un murmure dans le vent. Le temps continua à passer, effaçant peu à peu les traces du passé. Mais l'histoire de Louise de La Vallière continua à être racontée, de génération en génération, comme un avertissement, comme un symbole de la force de l'amour et de la fragilité du pouvoir. Les années passèrent. Les rois et les reines, les empereurs et les présidents se succédèrent. Les guerres et les révolutions secouèrent le monde. Mais Versailles resta debout, témoin silencieux des vicissitudes de l'histoire. Et dans les couloirs sombres du palais, dans les jardins luxuriants, l'ombre de Louise de La Vallière continuait à errer, à la recherche de son amour perdu. Le silence.